Nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons combiner les connaissances présentées lors des différents cours en écologie fonctionnelle pour nous intéresser à comment la biodiversité peut soutenir l'adaptation des sociétés au changement climatique. Nous sommes aujourd'hui dans ce que l'on appelle une polycrise environnementale, où la biodiversité, sa crise d'extinction, sa détérioration, est fortement interconnectée avec d'autres crises, l'insécurité alimentaire et hydrique, les dangers pour la santé humaine et les autres êtres, et le changement climatique, ces crises s'amplifiant mutuellement. Je rappellerai simplement que, concernant la crise de la biodiversité, la première cause, et de très loin, réside dans les usages des sols et des mers que nous faisons nous humains, puisque 80% des changements récents de biodiversité sont imputables soit à ces usages, soit à des prélèvements ou des usages directs des espèces. Le climat, quant à lui, est la troisième cause actuelle de dommages à la biodiversité, avec notamment des déplacements d'espèces vers le nord et l'altitude, des changements dans la biologie des espèces, et en particulier des calendriers de développement qui sont avancés avec l'augmentation de la température, parfois des transformations radicales d'écosystèmes. Et dans tous les cas, on sait qu'aujourd'hui, quel que soit le scénario climatique, le changement climatique va devenir une cause directe encore plus majeure de dégradation de la biodiversité. Par exemple, l'ensemble des projections des effets du climat montre des effets particulièrement forts sur tous les groupes d'espèces, dont par exemple ici les vertébrés, où la perte de surface d'habitat favorable pour différentes espèces décroît selon tous les scénarios du GIEC. Alors cette crise de la biodiversité, elle est bien entendu critique pour notre planète, critique pour les êtres qui la peuplent, indépendamment de nos intérêts humains. Elle est aussi critique parce que la biodiversité est le fondement des objectifs de développement durable. Dit plus directement, si nous ne nous attachons pas à préserver la biodiversité, nous n'avons aucune chance d'atteindre les objectifs de développement durable. Pourquoi est-ce le cas ? C'est parce que la biodiversité contribue à différents bénéfices que nous retirons en tant qu'humains des écosystèmes, que ce soit pour les matériaux, notre alimentation, que nous en retirons, de nombreuses dimensions culturelles auxquelles nous sommes attachés, et d'encore plus nombreuses fonctions de régulation, que ce soit la régulation des risques, la régulation du climat, et nombre de régulations qui sont impliquées en particulier dans l'agriculture, comme la pollinisation ou le contrôle des ennemis des cultures. La synthèse des effets connus, observés ou modélisés des changements climatiques sur ces contributions de la nature à la qualité de la vie montre que pour certaines d'entre elles, on a déjà des effets qui sont évidents concernant des réductions de ces bénéfices pour les humains. En particulier, une réduction du potentiel d'atténuation du changement climatique, à la fois via le potentiel naturel des écosystèmes à séquestrer le carbone, ou des options que nous envisagerions pour l'atténuation par la production de bioénergie. Le changement climatique affecte aussi les différentes fonctions qui sont associées à la production alimentaire directement ou par exemple via la pollinisation. Aujourd'hui, nous savons donc que les impacts du changement climatique requièrent l'adaptation. L'adaptation, ce sont les stratégies, les mesures, les initiatives qui impliquent des modifications au sein d'un système humain ou naturel en réponse aux effets, aux impacts actuels ou attendus du changement climatique. Le rapport conjoint entre la plateforme intergouvernementale pour le climat, le GIEC, et la plateforme intergouvernementale pour les biodiversités et les services écosystémiques, l'IPBES, a conclu dans un rapport conjoint en 2021 qu'il était impératif de traiter le climat, la biodiversité et la société comme des systèmes couplés. De ce fait, les actions de conservation de la nature
et pour le climat doivent être conçus et gérés ensemble dans les villes et dans les territoires ruraux et de manière intégrée, de façon à avoir des bénéfices qui soient à la fois pour le climat, la biodiversité et la société, et aussi, surtout, à éviter des dommages à l'une ou à l'autre de ces composantes par des actions, par exemple, sur le climat qui seraient nuisibles à la biodiversité ou à la société. La première action d'adaptation au climat est une action qui est classique et celle à laquelle on réfère le plus souvent dans les politiques de biodiversité. Ce sont les aires protégées. Les politiques actuelles demandent que l'on ait protégé 30% des surfaces terrestres et des mers à l'horizon 2030. C'est ce qu'on appelle l'objectif 30-30. Pourquoi cela ? Les aires protégées, qui sont intégrées à la planification de la conservation dans les territoires, soutiennent les capacités d'adaptation des espèces. Donc ça, c'est la base du point de vue écologique, et donc vont réduire leur vulnérabilité au stress climatique. De plus, le maintien de la biodiversité, des fonctions écologiques et des services écosystémiques rendus par cette biodiversité via la conservation augmente la résilience et la capacité d'adaptation des systèmes humains au changement climatique. Donc ça, ce sont des éléments qui sont déjà intégrés dans les politiques de biodiversité, donc la Convention internationale à l'échelle globale, les politiques européennes et notre politique nationale. De plus, ce que soulignent les dernières politiques, c'est que la conservation doit être inclusive et juste, permettant en fait un compromis avec l'accès aux ressources alimentaires et certaines pratiques culturelles, soit dans les aires protégées, soit autour et de manière intégrée dans les territoires. Mais les aires protégées, la protection de la nature, classique par les aires protégées, est loin d'être la seule solution pour nous adapter au changement climatique et pour commencer à résoudre cette polycrise environnementale dans laquelle nous sommes. Un des derniers rapports de la plateforme IPBES s'est penché sur les options d'approche pour soutenir les défis conjoints de conservation, restauration et gestion de la biodiversité, de sécurité hydrique et alimentaire, de santé et de changement climatique, identifiant 71 options de réponse pour les acteurs de ces multiples secteurs. En particulier, parmi ces 71 options, et c'est sur celle-ci que je me concentrerai dans ce cours, figure nombre d'interventions pour conserver, restaurer et gérer durablement les écosystèmes. Celles-ci sont aujourd'hui appelées solutions fondées sur la nature, ici considérées dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, et définies comme toutes les actions pour conserver, restaurer et gérer durablement les écosystèmes, pour bénéficier aux besoins humains, et ici à l'adaptation au changement climatique. Sur cette diapositive, vous voyez des solutions dont on est familier, par exemple de gestion du trait de côte, de protection du trait de côte par les végétations, de régulation des risques d'inondation ou par exemple des risques gravitaires en montagne, et également le recours à la végétation pour le bénéfice de la santé des humains par l'ombrage dans les villes et la régulation de la température. Ces solutions fondées sur la nature, je les appellerai ici des contributions de la nature à l'adaptation au changement climatique. Certaines sont très bien connues, comme toutes les fonctions d'atténuation au changement climatique par la séquestration du carbone dans la végétation et dans les sols, également dans les océans, et toutes les fonctions de régulation des risques dont je viens de parler. De plus, je vais vous montrer comment la nature, sa biodiversité, peut contribuer à l'adaptation au changement climatique grâce au fait que les écosystèmes qui ont une forte biodiversité sont aussi résilients au changement climatique et à d'autres perturbations naturelles ou humaines. Et également que nous sommes, en tant qu'humains, capables de développer de nouvelles activités économiques basées sur la transformation des écosystèmes par le changement climatique. Nous allons parler et aborder de nombreuses solutions fondées sur la nature, parce que lorsqu'on examine, comme ici pour une analyse d'une centaine d'initiatives à l'échelle de l'arc alpin,
les solutions qui ont été mises en place. Pour des solutions liées à un risque donné, par exemple ici la sécheresse, on a toujours des bénéfices multiples. Donc soit l'intention, par exemple, de maintenir face à la sécheresse l'alimentation en eau ou la production des cultures, soit ce que l'on va appeler des co-bénéfices, c'est-à-dire des bénéfices qui vont résulter de manière secondaire des actions qui ont été mises en place, par exemple pour maintenir la production des cultures ou des forêts. Donc, je vais maintenant vous donner quelques exemples. J'imagine que beaucoup vous seront familiers. Les écosystèmes fournissent de nombreuses contributions à l'adaptation, par exemple à la sécheresse et aux vagues de chaleur, par la végétation des villes. Vous avez sans doute eu une expérience de première main dans les jours qui viennent de se passer. La végétalisation des différents espaces, des toitures, des murs, réduit la température de l'air de plusieurs degrés, de 2 à 5 degrés en moyenne, réduit la température au sein des bâtiments, permet aussi de retenir l'eau de pluie, puisqu'il n'y a pas que les sécheresses, il y a aussi les pluies fortes qu'on a d'ailleurs souvent après des épisodes de sécheresse. Elles peuvent néanmoins favoriser des espèces non souhaitées, et dans tous les cas, elles sont considérées comme des solutions fondées sur la nature de plein titre, dans la mesure où elles sont co-conçues avec les habitants souvent, et avec la participation, et elles favorisent la reconnexion des humains avec la nature en augmentant les expériences sensibles et psychologiques. Autre exemple, concernant les espaces agricoles, les pratiques d'agroécologie, traditionnelles ou nouvelles, l'agriculture régénérative ou l'agroforesterie, consistent à concevoir et gérer des systèmes agricoles sur la base des concepts écologiques et sociaux pour permettre une production durable et minimiser les impacts environnementaux et sanitaires. Entre autres bénéfices, elles ont des bénéfices très importants pour l'adaptation aux sécheresses et aux températures extrêmes, en augmentant l'infiltration de l'eau et l'humidité des sols, en réduisant la température au sol. On a des mesures qui montrent des amplitudes remarquables. Par exemple, dans certaines études, on a trouvé jusqu'à 16 degrés de différence entre un sol nu et un sol couvert dans un champ cultivé. Et donc ainsi limiter l'évapotranspiration des sols, donc préservation du cycle de l'eau dans son ensemble. On pose souvent la question du compromis de ces pratiques, de ces stratégies d'usage en agriculture avec les rendements. Cependant, les synthèses récentes montrent que si l'on considère la production totale des cultures, par exemple en agroforesterie, donc les arbres plus les cultures qui sont en dessous, on est au moins à des rendements similaires d'un point de vue calorique et également des revenus similaires, voire supérieurs. Ces pratiques permettent, ces systèmes de culture permettent d'assurer une stabilité interannuelle de la production, même si certaines années on aura des rendements meilleurs. En fait, quand on s'intéresse à des cycles plus longs, de l'ordre de 10 ans et plus, la production est plus stable dans ces systèmes de production. On a aussi une réduction importante des coûts de production, donc une augmentation de la rentabilité, et des bénéfices pour le développement de la technicité et des capacités des producteurs. Enfin, un exemple concernant les forêts. La gestion durable des forêts, en encourageant la régénération naturelle, la gestion, voire la plantation d'espèces adaptées et la diversification des couverts, la sélection d'arbres qui sont adaptés et les pratiques, dans certains cas, de libre évolution, augmentent la résistance aux sécheresses et aux épisodes de vagues de chaleur, et la résilience par cette biodiversité. Elle augmente aussi la capacité de rétention d'eau et d'humidité des sols et permet de réguler les débits et les ressources en eau à l'échelle des bassins versants. Parlons d'eau, la restauration des milieux aquatiques est également une solution fondée sur la nature particulièrement importante, par la restauration, la création et la protection des cours d'eau, les trames bleues dans les territoires, les zones humides et même les plans d'eau.
Donc ces actions favorisent un stockage de l'eau et sa restitution lors des périodes d'étiage, régulent la température de l'eau pour les organismes qui y vivent en particulier, puisque c'est une des grandes menaces du changement climatique, c'est l'augmentation de la température de l'eau, rafraîchissent les secteurs urbanisés et limitent la demande en climatisation. Donc avec tous ces exemples, j'ai essayé de vous donner un petit peu une panoplie des bénéfices qu'on peut avoir de la gestion de la nature dans différents types d'écosystèmes qui constituent nos paysages. Parmi ces contributions à l'adaptation, certaines sont ce qu'on appelle latentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent exister aujourd'hui, mais leur valeur va s'accroître avec le changement climatique. Valeur en général et valeur économique. Par exemple, l'utilisation d'eau de fonte de la neige pour l'irrigation, des nouvelles ressources en eau pour la production d'hydroélectricité, le rafraîchissement du bétail et des humains, et de la faune sauvage d'ailleurs, et des fonctions de stabilisation des sols par les végétations qui colonisent ici des paysages prairies-glaciaires, à titre d'exemple. De plus, on observe déjà aujourd'hui le fait que le changement climatique transforme certains écosystèmes, que ce soit dans les zones arides et semi-arides, ou par exemple dans les zones polaires, où l'on a déjà eu des écosystèmes qui ont connu ce qu'on appelle un changement de phase. Ce sont des changements irréversibles auxquels les humains sont forcés de s'adapter, ou une autre façon de le dire, les humains ont toujours été ingénieux et savent inventer des façons d'utiliser les écosystèmes qu'ils vivent. Donc ces écosystèmes transformés, ils vont permettre des nouvelles contributions à l'économie, à la vie des gens. Par exemple, avec la possibilité de produire des nouvelles cultures lorsque la température augmente, de planter des nouvelles essences forestières, ou par exemple de nouvelles pratiques touristiques qui émergent face au changement climatique et qui peuvent contribuer à l'économie des territoires. Donc, si je résume les différentes contributions de la nature à l'adaptation au changement climatique, donc définies comme les bénéfices que les humains retirent de la capacité des écosystèmes à modérer et s'adapter aux effets du changement climatique, on va pouvoir les structurer de la façon qui suit. Donc, un écosystème, soit il va pouvoir persister face au changement climatique, soit il va se transformer. S'il persiste, les écosystèmes et leur biodiversité vont pouvoir contribuer à maintenir les services écosystémiques qui sont habituels dans cet écosystème et ainsi limiter les impacts pour les populations. Ils vont fournir également donc, ces services latents dont la valeur augmente avec le changement climatique. Lorsque les écosystèmes malheureusement se transforment, on va dans certains cas également chercher à maintenir les services écosystémiques dont on bénéficie encore aujourd'hui, mais aussi pouvoir mettre en place, imaginer des nouvelles contributions. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à ce que l'écologie fonctionnelle peut nous permettre de comprendre pour pouvoir ensuite mieux gérer ces contributions de la nature à l'adaptation en termes de mécanismes écologiques qui vont pouvoir être gérés par la suite. Donc, si l'on décompose un petit peu la manière d'analyser ces contributions de la nature à l'adaptation, on commence toujours par une analyse du système qu'on a, puisqu'on va notamment vouloir en préserver certains services écosystémiques, et puis la nécessité de connaître les facteurs de sa dynamique. Ensuite, on va analyser des scénarios de changement climatique, souvent couplés à des changements d'usage des sols, puisque les humains n'attendent pas que tous les effets se soient déployés pour s'adapter, on a des changements au fur et à mesure, pour identifier donc ces contributions à l'adaptation et les actions de gestion potentielles. Donc, je vais illustrer tout de suite cette analyse sur le cas d'un système de montagne structuré par une agriculture multiséculaire,
donc, qui en a façonné les paysages et qui continue d'en déterminer la biodiversité et différentes fonctions et services écosystémiques. Donc, par des approches d'écologie fonctionnelle, on est capable aujourd'hui de quantifier comment sont structurés dans ce paysage, représenté par une carte ici, associant différents usages des sols à différents services écosystémiques, comment différentes actions de gestion peuvent changer l'état des écosystèmes et ainsi les services qu'ils rendent. Par exemple, en bas à gauche, pour l'ensemble des prairies qui sont sur d'anciennes cultures, sur des terrasses dans ce paysage, vous voyez d'après la forme des petits diagrammes qui représentent l'ensemble des services écosystémiques fournis par ces prairies, que les actions de fertilisation, de fauche ou d'abandon vont très significativement modifier donc la forme de ces graphiques, donc l'ensemble des services écosystémiques qu'en en dérivent. De même pour les autres espaces. Donc on a une compréhension initiale de comment fonctionne le système, et ce que l'on va vouloir savoir, c'est comment cela va être impacté par des scénarios de changement climatique et d'usage des sols, prenant en compte les différentes modifications du climat, par exemple, dans ce cas-là, une augmentation de 2 degrés à l'horizon 2050, une forte augmentation de la variabilité interannuelle des précipitations, qui entraîne une diminution de la production et d'autres bénéfices retirés dans ce territoire. Lorsqu'on s'intéresse à des horizons qui sont à la fois proches et lointains de plusieurs décennies, le contexte socio-économique est incertain, par exemple concernant les marchés, les politiques agro-environnementales ou ce que l'on souhaitera avoir comme tourisme, ce qui demande d'étudier différents scénarios, différentes options pour le devenir d'un territoire. Donc, compte tenu de ces différents forçages et de leurs effets sur les écosystèmes, leur biodiversité, leurs services écosystémiques, on peut analyser une à une les différentes contributions de la nature à l'adaptation. Donc, en termes de fonctions dont on souhaite le maintien, de services écosystémiques dont on souhaite le maintien, la première, souhaitée par les habitants de ces territoires, est le maintien de la production fourragère et de l'élevage, et donc, en tant que tel, attribuant une valeur à la résilience écologique. On souhaite que ces écosystèmes puissent maintenir ces fonctions face, en particulier, à l'augmentation de la variabilité interannuelle des températures et des précipitations. Donc, en utilisant des approches d'écologie fonctionnelle qui quantifient ici la production de fourrage à partir de la composition des prairies et des traits fonctionnels des espèces qui les composent, on peut estimer la variabilité observée aujourd'hui et surtout modéliser à partir d'hypothèses sur la manière dont les communautés peuvent osciller de façon interannuelle selon les traits des espèces, la gamme de variabilité que peut subir cet écosystème, que l'on assimile à un potentiel de persistance. Ce potentiel de persistance, vous le voyez sur ce graphique, donc sont les barres chaque fois à droite, est variable entre types de végétation, qui sont là des X, les différents types d'usages, et nous avons pu les mettre en relation avec la diversité des traits fonctionnels des espèces dans ces communautés de prairies, donc, où la diversité fonctionnelle de certaines communautés, donc la plus à gauche T1 et la plus à droite T7, correspond au potentiel de résistance, potentiel de persistance qui sont le plus élevés. Donc ça indique que le maintien de cette diversité fonctionnelle, voire même son renforcement, est un enjeu clé pour la gestion. Pour d'autres communautés, on n'a pas de relation entre la diversité des traits, donc des espèces qui les composent, et ce potentiel de persistance. En revanche, on observe que certaines espèces, notamment des graminées qui sont résistantes à la sécheresse dans certains types de prairies, vont permettre cette persistance face à la variabilité climatique. Et ça, c'est en fait une valeur qui est déjà appréciée par les exploitants, en particulier les bergers,
lors des années extrêmes. Comme je l'ai déjà signalé, il n'est pas toujours possible pour les écosystèmes de se maintenir dans l'état où ils sont aujourd'hui, ils vont se transformer. Et cela va impliquer en particulier des déplacements d'espèces entre différents écosystèmes, leur installation dans de nouveaux écosystèmes où ils n'étaient pas présents jusque-là, elles n'étaient pas présentes jusque-là, ou où elles étaient moins abondantes. Donc ça, à nouveau, nous sommes capables de le modéliser en considérant qu'on peut avoir un réassemblage des communautés qui sont voisines les unes des autres, par exemple dans un espace de fauche, pour évaluer la capacité de transformation des écosystèmes selon les 13 espèces qui les composent, montrant ici qu'on a, donc la barre à gauche à comparer de celle à droite, un plus fort potentiel de transformation dans les prés de fauche, et donc indiquant que l'on aura besoin d'une gestion pour accompagner les transformations, en particulier en n'imposant pas des barrières au mouvement des espèces entre parcelles. Dernier exemple d'analyse de contribution de ces écosystèmes à l'adaptation via ces services latents. Ici, la séquestration du carbone dans les sols, leur stabilisation en particulier par rapport aux événements pluvieux, la qualité de l'eau ou l'ombrage. Je présente ici la modélisation que l'on peut faire de ces fonctions pour le cas de l'érosion à partir d'un indice de densité racinaire des différents types de prairies, qui montre que sur la barre à gauche ici, le contrôle de l'érosion est particulièrement fort par la végétation des prés de fauche fertilisés, alors que pour le type en orange, les prairies pâturées, on a une faible capacité de rétention des sols par la densité racinaire. Dans la mesure où j'ai montré précédemment que les prés de fauche fertilisés sont aussi ceux qui ont une forte capacité de persistance, une forte résilience, et qu'on va souhaiter les gérer pour cette résilience, on va avoir ce qu'on appelle un co-bénéfice pour le contrôle de l'érosion, à savoir que si l'on s'intéresse déjà uniquement à maintenir la production, on va aussi favoriser le contrôle de l'érosion. Je viens donc d'indiquer qu'une fonction ne vient jamais seule, et j'ai donné quelques exemples de la manière dont différents écosystèmes étaient plus ou moins performants pour différentes fonctions. On va donc avoir des compromis entre différents services d'adaptation qui sont souhaités. Donc les cercles sur cette figure présentent l'amplitude de ces différentes contributions à l'adaptation pour différents types de prairies ici. Et vous voyez, sans aller dans les détails de chaque colonne, que les patrons de taille de ces cercles sont à peu près opposés. Donc montre qu'on va en fait avoir besoin de ces deux types d'écosystèmes pour l'adaptation au changement climatique, chacun ayant des contributions complémentaires. Les services latents, comme je l'ai montré pour le cas de l'érosion, le contrôle de l'érosion, mais aussi le stockage du carbone et l'ombrage, qui est une fonction fortement souhaitée dans le cadre du changement climatique, peuvent être fournis par certains écosystèmes existants, mais l'être encore mieux par des écosystèmes qui sont aujourd'hui peu présents dans le paysage, dans ce cas-là des forêts de mélèzes, mais dont on attend à ce qu'ils s'étendent dans le futur. Donc ici, on a une nouvelle complémentarité qui va pouvoir s'exercer non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Enfin, si l'on met bout à bout tous les éléments concernant les contributions à l'adaptation par différents types d'usages dans ce paysage et que l'on s'intéresse à différents compromis et synergies, on va pouvoir identifier les bénéfices que l'on aura par l'adaptation intentionnelle, donc avec une priorité sur la résilience de la production de fourrage,
et un certain nombre de co-bénéfices, donc pour les fonctions de régulation en particulier, et aussi pour la capacité de transformation des écosystèmes. Donc ce même type d'analyse, nous l'avons réalisé à d'autres endroits du monde, et en particulier pour 4 types d'écosystèmes en Australie, donc allant de forêts pluviales dans le nord, de régions de zones humides dans le centre, de systèmes diversifiés de prairies à l'est et de forêts de montagne menacées par les incendies. Les mécanismes que je viens d'évoquer dans le cas des prairies alpines, qui nous étaient plus familières ici en France, sont en fait communs avec ces écosystèmes très distants, avec un rôle important de la diversité fonctionnelle des plantes, mais aussi d'autres animaux qui vivent dans ces écosystèmes, qui permettent la résilience écologique locale et la transformation à l'échelle du paysage. Des effets d'espèces particulières, donc ce qu'on appelle en écologie fonctionnelle des effets d'identité, ce qu'on appelle aussi parfois des espèces clés de voûte, donc comme ces graminées résistantes que je signalais dans le cas alpin, et un rôle important de la diversité entre espèces, de leur réponse aux perturbations actuelles et celles éventuellement renforcées dans le futur, comme les incendies et les cyclones, par leur stratégie de persistance et de régénération, et une diversité de réponses au changement climatique, sachant que même parmi des espèces qui exercent aujourd'hui des fonctions similaires dans un écosystème, on a des tolérances individuelles au changement climatique qui peuvent et qui sont fort variables, ce qui va conduire à des modifications de distribution qui ne sont pas synchrones entre espèces et la création de nouvelles communautés. Enfin, afin que les changements, et en particulier la recomposition des communautés puissent s'exercer, ou que les espaces perturbés puissent être recolonisés régulièrement, la diversité et la connectivité des paysages jouent un rôle important pour l'adaptation au changement climatique dans l'ensemble de ces systèmes, avec également des risques. Je signalerai par exemple le risque de propagation des incendies dans des paysages à forte connectivité lorsqu'on a des boisements très étendus. Donc aujourd'hui, nous comprenons que les solutions d'adaptation fondées sur la nature vont être essentielles pour nos territoires. Nombre d'initiatives en encouragent le déploiement, en soutiennent le déploiement. En France, le projet Artisan a été un projet dont la première phase se termine actuellement. Donc, l'objectif était de démontrer et valoriser le potentiel des solutions d'adaptation fondées sur la nature dans nos territoires. Par exemple, dans la région de Grenoble, où j'habite, un grand projet appelé Isère Amont a concerné la gestion du cours donc de l'Isère, la rivière, pour en fait lui rendre une partie de sa dynamique naturelle par l'inondation de certaines zones agricoles et par la reconstitution des végétations sur ses bords, après l'avoir libéré notamment d'infrastructures. Donc il y a de vrais projets, ça vous voyez, c'est un projet qui concerne 29 communes, donc c'est quand même d'ampleur, et vous avez sans doute des exemples dans des lieux que vous connaissez. Un autre exemple, je présente celui de Grenoble, il y en a dans de nombreuses villes, ce qu'on appelle les plans canopés, dont l'objectif est le maintien, l'entretien, le remplacement et aussi la plantation d'arbres dans les villes avec des objectifs assez ambitieux, et ce, afin de réguler la température, bien entendu, mais aussi de favoriser l'infiltration des eaux pluviales. Et ces objectifs, ils sont aujourd'hui intégrés dans les plans dans les planifications urbaines, afin de déployer ces bénéfices qui sont indispensables pour les populations des villes. Alors, on voit qu'il y a de nombreuses initiatives qui se déploient. On a un grand élan, on a des financements pour développer les solutions fondées sur la nature actuellement. Sont-elles là où on en a le plus besoin ?
puisque ce n'est pas forcément une analyse rigoureuse des besoins qui est conduite lorsqu'on met en place de telles initiatives. Il peut y avoir plein de raisons. Donc ici, pour une analyse que nous avons conduite donc sur l'arc alpin, à nouveau ces 100 initiatives, nous avons comparé le placement de ces initiatives avec le climat actuel et surtout les projections de climat futures, essayant d'analyser si en fait, ces solutions fondées sur la nature, elles sont placées aux endroits où on a le plus de réchauffement ou par exemple le plus de changements dans les sécheresses ou les inondations. Ce que montre cette analyse, c'est que les résultats sont relativement inégaux. En ce qui concerne les vagues de chaleur, les solutions fondées sur la nature, donc NBS dans ce tableau, Nature-Based Solutions en anglais, se trouvent systématiquement en fait dans des endroits où on a moins d'exposition aux vagues de chaleur que sur la moyenne des Alpes. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout au bon endroit. Il peut y avoir plein d'autres motivations. C'est un petit peu plus encourageant pour ce qui concerne les sécheresses, où les solutions fondées sur la nature sont systématiquement dans les zones qui auront plus de sécheresse dans le futur. Et le bilan est mitigé pour ce qui concerne les inondations. Nous intéressons maintenant aux bénéfices qu'on peut modéliser à l'échelle, dont on a des estimations à l'échelle alpine pour différentes fonctions de la nature pour les humains. Donc avec la même analyse, on voit que c'est souvent, donc on a un effet non significatif, donc ça veut dire qu'elles sont pas mieux placées que la moyenne, c'est juste pas aux endroits qui en ont le plus besoin. En revanche, pour certaines, comme en particulier la protection de la biodiversité à forte valeur culturelle, elles ne sont pas placées aux endroits où on en a besoin. Et concernant la production de bois, pour le bois énergie, en fait, on a un fort potentiel de production de bois. Donc, en fait, il y a beaucoup d'initiatives qui sont dans des forêts, mais qui restent inférieures à la demande. Donc, ayant constaté que ces solutions fondées sur la nature, elles ne sont pas toujours au bon endroit, on peut se poser la question de où est-ce qu'elles devraient être situées. Donc, nous avons réalisé pour ce même arc alpin une analyse de priorisation. Donc, ce qu'on appelle priorisation, c'est rechercher les endroits où on aurait le plus de bénéfices. Donc, on va s'intéresser ici au cas de la sécheresse et on va identifier les zones qui sont aujourd'hui en surplus. Donc, ça va être les zones en bleu, dans tout ce qui va servir. Donc, on va essayer de préserver ce surplus pour s'adapter dans le futur, ou des zones qui sont en déficit, donc il va être nécessaire de pouvoir restaurer la capacité à retenir de l'eau. Donc par une approche de modélisation, on peut chercher à mettre en place, donc dans des scénarios de déploiement, différentes solutions fondées sur la nature. Donc ici, nous avons choisi de nous intéresser à l'agroécologie pour les cultures, à la gestion durable des prairies permanentes, à la protection et la restauration des zones humides et à la restauration naturelle et la diversification des forêts. Donc des solutions fondées sur la nature dont j'ai donné l'exemple précédemment. Donc pour celles-ci, on peut déterminer des contraintes sur où est-ce qu'on peut les mettre dans un territoire donné. Donc, par exemple, une culture, on aura un maximum de pente, une altitude maximale. La restauration des zones humides, elle est aussi possible dans des conditions en particulier de pente et de proximité à des nappes d'eau, etc. Donc, à partir de cela, on peut produire à l'échelle d'une zone d'étude, ici l'arc alpin, une priorisation des zones qui pourront bénéficier
à l'adaptation à la sécheresse par ces solutions fondées sur la nature, donc les zones en brun sur cette carte, et les zones dont il faut préserver la capacité aujourd'hui à retenir plus d'eau que la moyenne, en bleu sur cette carte. Illustré pour l'agroécologie pour cette carte. Donc on sait où, dans l'idéal, on devrait mettre ces solutions fondées sur la nature, pour autant que cela soit possible, et j'y reviendrai juste après. On peut aussi s'intéresser à, au-delà de préserver ou restaurer la capacité à fournir des ressources en eau, quels sont les bénéfices pour la biodiversité, puisque c'est quand même une des fonctions premières des solutions fondées sur la nature, c'est de s'appuyer sur des écosystèmes dont on a besoin de commencer par préserver la biodiversité. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que les zones qu'on a priorisées, donc dans les cartes qui précédaient, elles ont aujourd'hui un statut de conservation qui est plutôt faible par rapport à la moyenne. Ce qui veut dire que si on va aller y avoir des actions de préservation des milieux et encore plus de restauration, on s'attend à des bénéfices pour la biodiversité aussi, puisqu'on va remettre ces écosystèmes en état ou en améliorer le statut de conservation. Néanmoins, quand on s'intéresse à ces différents types d'écosystèmes et leurs solutions associées, on a à la fois des synergies, des compromis entre les actions pour la préservation, pour la fourniture d'eau et la biodiversité. Alors, on a des plutôt bonnes nouvelles en ce qui concerne les prairies humides, dont on va chercher à préserver la capacité aujourd'hui à retenir de l'eau, puisqu'on a une synergie avec une amélioration du statut de conservation. En revanche, on a trouvé des conflits potentiels dans les zones de déficit hydrique pour certaines cultures, certaines prairies et certaines forêts. Donc, ce sont en fait les systèmes plutôt secs qui ont aujourd'hui une forte biodiversité. Par exemple, pensez à des prairies sèches. On a beaucoup d'exemples dans cette analyse sur les Alpes, des prairies sèches sur des zones calcaires, où il se peut que des interventions pour augmenter le statut hydrique soient défavorables à ces espèces, en particulier des flores adaptées à des conditions plutôt sèches. Puisqu'on s'intéresse au climat, on peut aussi analyser la contribution à la régulation climatique par le stockage de carbone organique dans les sols. Et ici, nous avons trouvé que pour la plupart des écosystèmes concernés, on avait un fort potentiel d'accroissement du stockage de carbone organique dans les sols, dans les zones en déficit hydrique, dont on va chercher à améliorer le statut hydrique, donc une synergie entre l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Et également dans les forêts, des bénéfices synergiques, que l'on soit dans des zones de surplus ou des zones de déficit hydrique. Donc finalement, il existe une multiplicité de solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique. Et ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est qu'on a de nombreuses possibilités et qu'il va s'agir à chaque territoire de trouver ses solutions. Pour cela, on peut travailler avec les acteurs des territoires pour développer des scénarios intégrés d'adaptation au changement climatique, considérant les différentes activités économiques et les différentes valeurs des habitants pour ces territoires. J'ai beaucoup parlé d'agriculture, un petit peu de tourisme, et puis on peut avoir aussi des intérêts simplement pour la valeur culturelle d'un paysage, du paysage pour ses habitants et pour ses visiteurs. Nombre de valeurs qui vont être l'objet des motivations des agriculteurs et des autres habitants à des processus de réflexion sur l'adaptation de leur territoire. Donc on peut ainsi construire pour un territoire donné, donc celui dont j'avais fait l'analyse écologique dans les Alpes, construire et évaluer des scénarios reflétant différentes préférences de différents habitants pour ces différents services écosystémiques liés à l'adaptation. Donc nous avons pu réaliser ce travail ici, et par des approches de modélisation, on va pouvoir, par exemple, identifier des zones
où on va modifier la gestion des prairies pour l'adaptation au changement climatique, soit dans certaines zones ciblées par une intensification de la gestion, y compris en fait augmenter la fertilisation, voire mettre en œuvre un petit peu d'irrigation stratégique. Soit, deuxième exemple choisi par les habitants ici, la plantation de haies, donc identifier les zones idéales afin de pouvoir projeter les usages des sols, donc ici à un horizon de 20 ans, dans le cadre de configurations souhaitées pour l'adaptation au changement climatique. Ça nous permet ensuite, en particulier, d'analyser pour différents scénarios qui correspondent à différentes préférences des acteurs de ce territoire, à la fois les bénéfices donc les bénéfices primaires pour ce qui est souhaité, qui est l'atténuation des impacts climatiques. Donc, dans ce territoire, une priorisation de la production, mais aussi de la régulation de l'érosion, et l'éco-bénéfice pour le carbone, l'ombrage, les prédateurs, donc prédateurs d'espèces qui peuvent par exemple causer des dégâts aux prairies, ou l'habitat pour les vertébrés d'intérêt patrimonial. Et ce que vous voyez sur cette figure, c'est que les différents points qui représentent les trois scénarios que nous avons explorés, ils sont relativement proches, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme différence, mais quand même écartés les uns des autres, en termes en particulier de co-bénéfices, de capacité d'adaptation, mais aussi de co-bénéfices. Donc, est-ce qu'on arrive à avoir des fonctions plus diverses lorsqu'on met en place différents scénarios. Et dans ce cas-là, le scénario qui est le plus performant pour l'adaptation et qui finalement, dans la suite du processus avec les habitants, a réuni le consensus, c'est une mosaïque de ces différentes interventions d'adaptation et non pas rechercher à en favoriser une par rapport à une autre ou par exemple intensifier très fortement la production au détriment de la biodiversité des vertébrés. Donc, dans ce type d'approche de l'adaptation au changement climatique, on va pouvoir fournir aux habitants des territoires des informations sur ce que la nature peut potentiellement fournir en termes de bénéfices pour l'adaptation. L'enjeu de l'adaptation, c'est finalement donc de travailler avec la nature pour s'adapter au changement climatique par des actions qui vont venir des humains. En effet, ces contributions de la nature à l'adaptation, elles ne sont pas des dons de la nature. En fait, elles nécessitent de nombreuses interventions de gestion des écosystèmes. Donc, ça peut être de la gestion durable, ça peut être aussi de la protection. Être capable de se saisir de ces bénéfices, pouvoir aller, par exemple, récolter du fourrage, accéder à des activités récréatives, et en fait avoir non seulement des circuits économiques, mais aussi des valeurs pour ces bénéfices. J'en donne tout de suite quelques exemples. Donc, les actions de gestion de la nature pour ses contributions à l'adaptation, ça peut être de la gestion agricole, ça peut être de la restauration d'écosystèmes, très pratiquée en particulier dans les milieux humides. La protection de la nature qui consiste en fait à renoncer à certaines actions de gestion, c'est aussi gérer la nature pour ses contributions à l'adaptation. Et puis les nombreuses pratiques d'ingénierie écologique qui commencent à très bien se développer. Ça, ce sont des actions à des échelles relativement réduites. Mais j'ai montré dans le cours qui concernait les enjeux des paysages pour le fonctionnement des écosystèmes et pour leurs services écosystémiques, que lorsqu'on souhaite obtenir de multiples bénéfices en général, et ici pour l'adaptation en particulier, il est important d'en gérer la configuration. Pour rappel, cette figure montre que lorsque l'on veut obtenir de nombreuses contributions des écosystèmes à l'échelle d'un paysage, donc c'est la surface des carrés dans cette figure. Bien entendu, on a toujours
des bénéfices qui sont plus importants lorsqu'on a une gestion intensive que lorsqu'on a une gestion extensive que lorsqu'on a une gestion intensive. En revanche, et en particulier dans le cas de la gestion intensive, vous voyez que la surface des carrés, elle varie selon qu'on est dans des paysages qui sont hétérogènes à une maille fine en bas ou une maille plus grossière en haut. Et que donc, dans le cas des contributions qui ont été analysées ici, dans les paysages intensifs, on a vraiment intérêt à avoir des éléments de nature dispersés dans le paysage. Donc, c'est pour les fonctions qui ont été analysées ici, de régulation du climat, de soutien à la production et par exemple d'activité récréative. Donc concrètement, quand on va vouloir gérer un paysage et ses multiples bénéfices pour les activités humaines et le bien-être collectif, par exemple, pour gérer les arbres dans un paysage agricole, on va devoir intervenir par des modifications des pratiques. Donc, j'ai amplement parlé de la gestion des prairies ici, mais par exemple, quand on va planter des haies, le choix des espèces qui sont plantées, la gestion des arbres lorsqu'ils sont là, gestion de l'irrigation, pour obtenir donc d'une part le maintien de fonctions qui sont aujourd'hui essentielles. Je parlais de la résilience de la production et de la régulation des risques. Pour préserver la biodiversité patrimoniale et les régulations biotiques essentielles à l'agriculture, mais également pouvoir estimer certains effets potentiellement négatifs de ces interventions, par exemple les émissions de gaz à effet de serre, ou dans le cas particulier des haies, le fait qu'elles attirent naturellement le bétail qui en bénéficie fortement pour son confort thermique, peut aussi conduire par exemple à la pollution de l'eau. Donc, je viens de parler de la gestion, on va maintenant s'intéresser aux autres dimensions nécessaires pour pleinement obtenir ces bénéfices de la nature pour l'adaptation au changement climatique. Donc, des écosystèmes dans la nature qui ne sont pas proches des gens qui en ont besoin, ils vont être en bonne santé, ce qui est une très bonne chose, mais ils ne vont pas forcément bénéficier à l'adaptation. Donc, il est nécessaire en particulier de développer les accès. Donc là, j'ai quelques exemples pour les activités récréatives, mais aussi pour mobiliser de l'eau fournie ici par des zones humides. Et enfin, rien de cela ne peut avoir lieu si la société en fait, ne donne pas de valeur à ces fonctions. Et en particulier, être en mesure de développer des nouvelles valeurs pour une nature en transformation. Donc, par exemple, et ça peut être questionné, mais dans le cadre de l'adaptation, on doit quand même se poser le problème de est-ce qu'on accepte des espèces nouvelles, des espèces qui viennent d'autres aires de répartition, et leur donner, par exemple, leur accorder une valeur esthétique, des valeurs d'intérêt, d'éducation, et un rôle important des pratiques artistiques et des valeurs culturelles en général. Je me suis appuyée surtout sur des exemples relativement locaux ici. L'enjeu aujourd'hui, c'est de pouvoir accélérer l'adaptation et le déploiement des solutions fondées sur la nature. Donc, dans la science qui aujourd'hui est en pleine expansion sur le passage à l'échelle de solutions fondées sur la nature, on parle de 3 types de déploiement, de passage à l'échelle. Donc, tout ce qui va concerner en fait, la réplication en plus grand nombre et à plus grande échelle d'initiatives qui fonctionnent. Donc, la réplication, donc, par exemple, si on sait restaurer des zones humides
favoriser de la régénération forestière favorable à l'adaptation au changement climatique, on va vouloir pouvoir mettre ça en place à plus d'endroits, pas forcément des plus grandes zones, mais de plus de cas dans une région. Une seconde dimension, c'est de ne plus s'intéresser juste à un déploiement spatial, mais au fait qu'il devienne facile et quasiment normal, au sens de la norme, de déployer ces solutions fondées sur la nature. Donc c'est ce qu'on appelle l'institutionnalisation, par l'intégration de ces actions dans la législation, dans les politiques publiques. Et enfin, j'ai parlé du fait qu'on a besoin de valeurs pour que quoi que ce soit arrive, de valeurs pour ce type d'action et pour la gestion des écosystèmes qui est associée. Donc c'est ce qu'on va appeler l'acculturation. Donc ça, ce sont les souhaits. Ce que l'on s'aperçoit, c'est que pour la mise en œuvre de solutions individuelles et encore plus lorsqu'on veut en avoir plus, eh bien, on va rencontrer un certain nombre de barrières et à l'inverse, des leviers qui vont faciliter cette mise en œuvre. Alors très souvent, la première question qui est posée, c'est est-ce que c'est rentable ? Puisque effectivement, il est nécessaire d'avoir des moyens pour pouvoir mettre en place ces initiatives et qu'il est souvent demandé si ces approches sont rentables, en particulier par rapport à des approches classiques d'ingénierie par de l'infrastructure. Pensez par exemple à des digues pour réguler les inondations. Donc ça, nous avons pu l'analyser à nouveau à titre d'exemple sur l'arc alpin pour identifier donc, les bénéfices de solutions fondées sur la nature déjà mises en place. Donc la première question, c'est quelles sont les solutions fondées sur la nature qui donnent le plus de bénéfices divers et variés. Donc sur le graphique en haut à gauche, vous voyez que la surface verte qui concerne en fait la gestion forestière, donc les solutions fondées sur la nature forestière, de diversification, de régénération naturelle, sont celles qui couvrent le plus de surface dans ce diagramme des bénéfices, donc c'est celles qui sont le plus multifonctionnelles. En revanche, l'analyse fine des données montre qu'elles ont un gain pour la biodiversité qui est moindre. Si l'on s'intéresse au retour sur investissement, donc c'est le graphique qui est en haut à droite, vous voyez qu'on a une grande variabilité entre types de solutions fondées sur la nature. Mais si l'on fait la moyenne de différents types, on a un retour sur un investissement initial moyen qui est de 2,8. Alors je m'empresse de préciser que ça, c'est le retour initial. On ne prend pas en compte les coûts d'entretien. Là-dedans, on a de la variabilité. Ce sont les plantations forestières qui ont le meilleur rapport coût-bénéfice. Donc, pour 1 euro investi, on en retire un bénéfice économique de l'ordre de 9 euros, suivi par les gestions d'espaces verts à l'échelle des zones urbaines. Les solutions fondées sur la nature en milieu urbain sont les plus rentables. Par contre, elles ont le bénéfice pour la biodiversité qui sont les plus faibles. Ça, c'est structurel parce que la biodiversité qu'on peut favoriser en ville, elle va être en moyenne inférieure à celle qu'on va pouvoir favoriser, par exemple, dans une forêt ou dans une prairie très diversifiée. Et si l'on s'intéresse non plus à des euros, mais au nombre de personnes qui bénéficient, donc c'est le graphique du bas, en fait, ce sont les solutions déployées en milieu urbain et fluviaux. Donc, lorsqu'on a une exposition de populations nombreuses qui bénéficient le plus. Donc, ce que vous voyez, c'est que, ce que je souhaite vous montrer avec cette petite analyse, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse à la question, mais selon le paramètre qu'on va considérer, est-ce qu'on a plus de fonctions, est-ce qu'on a un meilleur retour sur investissement, ou est-ce que plus de personnes en bénéficient, on aura une conclusion différente.
On peut néanmoins conclure que les solutions fondées sur la nature, donc dans cette étude, et c'est montré ailleurs par plusieurs études qui commencent maintenant à être plus nombreuses, que les solutions fondées sur la nature rapportent plus qu'elles ne coûtent, même à court terme comme dans cette analyse, et encore plus à long terme dans la mesure où les solutions fondées sur la nature, elles sont faites pour durer. Contrairement à une infrastructure grise, elles ne vont pas avoir besoin autant d'interventions de maintenance. Donc si je résume, les plus multifonctionnelles, ce sont les interventions forestières. Les plus rentables, ce sont les interventions en milieu urbain. Et en milieu urbain et à proximité des rivières et des fleuves, on a le plus grand nombre de bénéficiaires. Venons-en maintenant à la dimension institutionnelle. Cette diapositive est volontairement encombrée d'une grande liste de politiques publiques qui soutiennent l'adaptation fondée sur la nature, que ce soit à l'échelle mondiale, européenne, nationale ou très locale. Et en particulier, aujourd'hui, le plan national d'adaptation au changement climatique, donc le troisième plan sous lequel nous sommes aujourd'hui, favorise explicitement les actions de préservation, de restauration et de gestion des écosystèmes pour apporter des réponses concrètes à l'adaptation des territoires au changement climatique. Donc, puisque ce sont des solutions qui sont plutôt rentables, il va être nécessaire de lever les freins à l'investissement. D'une part, en essayant d'évaluer, quand j'en ai fait une petite démonstration rapide des bénéfices, mais aussi en prenant en compte d'autres bénéfices, par exemple des bénéfices indirects pour la santé psychologique des personnes, des bénéfices en aval d'une zone où on aura par exemple mis en œuvre des solutions pour la régulation des risques d'inondation. Ces bénéfices restent toujours difficiles à quantifier et on est aujourd'hui difficilement capable de faire une analyse complètement intégrée, en particulier des risques financiers. Il existe des politiques qui favorisent la mise en œuvre des solutions fondées sur la nature. Et in fine, l'enjeu, qui reste un enjeu scientifique et un enjeu pratique aujourd'hui, ça va être de montrer quels sont les bénéfices relatifs des solutions fondées sur la nature par rapport à l'infrastructure grise. In fine, c'est bien à l'échelle d'un territoire et pas de solutions fondées sur la nature individuelle qu'on va devoir raisonner pour concevoir, gérer et gouverner de multiples options d'adaptation, donc ici illustrées pour l'ensemble d'un versant. Solutions d'adaptation fondées sur la nature diverses entre elles, j'en ai donné différents exemples, et également en fait intégrées avec des solutions grises qui existent déjà, et peut-être aussi, même sûrement, le recours à des solutions grises pour des problèmes qui en nécessitent encore, en particulier la fonctionnalité immédiate. Donc c'est très bien d'avoir de bonnes valeurs financières, c'est bien d'avoir des politiques pour le déploiement, mais j'insiste que rien de cela ne peut se passer si l'on ne développe pas des valeurs sociales pour l'adaptation fondée sur la nature. Donc des valeurs bien sûr économiques, par des chaînes de valeur et de commercialisation, par exemple de produits, des écosystèmes restaurés, des écosystèmes qui se transforment, la valorisation des savoirs des habitants pour ce faire, mais aussi des actions d'éducation, de recherche et le développement de valeurs culturelles. In fine, lorsque l'on analyse dans des territoires les leviers et les barrières à l'adaptation fondée sur la nature et surtout à leur déploiement à grande échelle, on peut identifier 6 grands domaines d'intervention.
Bien sûr, la nécessité de financement, des financements orientés vers ces solutions fondées sur la nature et aussi des sources diversifiées, nous disent les acteurs. Le fait que l'on ait, bien entendu, des cadres de gouvernance qui sont favorables à l'échelle internationale, européenne, nationale, mais aussi une gouvernance locale adaptée. Le développement de valeurs pour ces solutions fondées sur la nature. Prendre en compte l'ensemble des coûts et bénéfices à différents, non pas seulement économiques, mais également écologiques et sociaux dans les actions de planification. Tout ceci en s'appuyant sur des connaissances scientifiques, mais aussi des connaissances de tous les acteurs des territoires pour appuyer ce déploiement. Vous voyez sur ce graphique que les différentes roues pour différents domaines d'intervention sont imbriqués les uns dans les autres. Et ceci témoigne du fait que, quelle que soit l'analyse que l'on fasse, on a toujours des interactions étroites entre ces 6 domaines d'intervention. Je vais en donner quelques exemples de ces domaines pour le plan Canopée dont j'avais parlé tout à l'heure, donc, dont l'objectif est d'augmenter l'indice de Canopée dans la zone urbaine de Grenoble. Et dont on peut analyser les barrières et les leviers de déploiement avec ces acteurs, en particulier ces acteurs institutionnels. Donc, plusieurs feux sont au vert dans cette analyse pour cette initiative-là. En particulier, on a aujourd'hui beaucoup de connaissances qui permettent de bien choisir les arbres, de savoir comment les gérer, quel processus de collaboration avec les chercheurs à voir, mais aussi avec la population. On a des politiques favorables partout, à toutes les échelles, pour ce type de projet. Il existe des fonds. En revanche, on a des difficultés pratiques concernant en particulier la planification. Un projet que nous avons terminé récemment a notamment confirmé ce que nous disaient les acteurs de la métropole sur le fait que l'espace public disponible ne permettra pas déjà d'atteindre l'objectif quantitatif et d'atteindre les ambitions de réduction de la température urbaine de 2 degrés. On n'a simplement pas assez de place dans cette ville pour mettre les arbres qu'on souhaite mettre. Donc ça, c'est du fait de la planification. On n'a pas pour l'instant des espaces qui sont prévus. La gestion et la gouvernance n'est pas optimale puisque les différents services donc de la métropole ici fonctionnent de façon cloisonnée. Et on a une acceptabilité, une volonté de la population qui est mitigée avec certains habitants qui résistent en particulier du fait de pertes d'intérêt particuliers. Et ceci me permet d'insister sur un dernier point qui n'a pas été inclus dans les 6 leviers et barrières que je viens de détailler, puisqu'un enjeu absolument crucial du déploiement de l'adaptation fondée sur la nature, c'est l'équité et la justice pour les populations. Et donc, on va devoir, lorsqu'on s'intéresse à des scénarios de déploiement, prendre en compte les besoins et les bénéfices pour différents groupes sociaux dans un territoire. En effet, lorsqu'on analyse ici à l'échelle mondiale pour différentes régions de montagne dans le monde, une analyse d'exemples publiés de déploiement de solutions d'adaptation fondées sur la nature, on en trouve une grande diversité. Vous avez différents types qu'on a pu identifier ici, donc lissés en vertical sur la droite. Et on voit que ceux-ci sont à la fois de différentes natures, donc de la conservation, de la gestion durable, des actions plutôt fondées sur vraiment la gestion des risques climatiques, mais surtout que les leviers qui sont adoptés, ils sont diversifiés pour chacune de ces approches. Donc, la clé, c'est non seulement du point de vue de ce qui est possible du point de vue de la nature,
mais aussi du contexte social d'une région, on va avoir des stratégies de déploiement qui vont être différentes et qui vont devoir être alignées à la fois avec les besoins, les attentes et aussi la justice pour différents habitants de territoires. Donc, travailler avec la nature pour s'adapter au changement climatique, ça demande de connaître, de gérer, de restaurer, bien entendu, des composantes écologiques, des interactions écologiques au sein de la biodiversité, de la connectivité des paysages. Ça demande de pouvoir s'appuyer sur les relations des humains à la nature par les valeurs. Et également, ça demande de pouvoir avoir des conditions sociales qui soient favorables. Et donc, aujourd'hui, nous concevons l'adaptation au changement climatique fondée sur la nature comme un réseau étroit d'interaction entre la nature et les humains, et entre les humains entre eux. Il est possible aujourd'hui d'analyser toutes ces interrelations, donc les trois domaines, interaction écologique, interaction sociale et interaction entre humains et nature, de façon systématique pour différents cas d'études à travers le monde, ce qui permet d'identifier des configurations qui vont être favorables au déploiement des solutions fondées sur la nature. Je n'en détaillerai pas tous les résultats aujourd'hui, simplement pour insister que de manière générale, cette analyse montre que plus il y a d'interactions, plus on a de conditions favorables au déploiement de l'adaptation fondée sur la nature, et qu'en particulier, ces solutions fondées sur la nature doivent être intégrées à la gestion des territoires. Donc bien sûr, du point de vue écologique, et j'ai déjà insisté sur le fait de gérer les paysages et leur connectivité pour favoriser l'adaptation fondée sur la nature, mais aussi au niveau social, par la mise en place de processus de collaboration multi-acteurs et multisectoriels, et qui permet en fait de co-gérer les territoires à long terme et de façon adaptative, et finalement d'obtenir ce que l'on souhaite pour les solutions fondées sur la nature, des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. Il en existe déjà aujourd'hui de nombreux exemples dans le monde, que ce soit de systèmes traditionnels ou de systèmes dont on a déjà commencé à restaurer ces multiples connectivités écologiques et sociales. Donc, pour résumer les différents points que je viens d'illustrer dans ce cours, la biodiversité offre de nombreuses options d'adaptation au changement climatique. Une gestion intégrée des solutions fondées sur la nature pour l'atténuation et l'adaptation est nécessaire au sein des territoires. Donc, ne pas se focaliser sur un seul type de solution, mais sur leur ensemble, leur complémentarité, mais aussi les compromis éventuels. Les stratégies efficaces de déploiement doivent rendre compte des bénéficiaires et des bénéficiaires humains et des co-bénéfices pour la biodiversité à l'échelle du territoire tout entier, voire même à l'échelle nationale, enfin voire même aussi à l'échelle nationale si on s'intéresse à déployer une stratégie nationale. C'est toujours en combinant plusieurs options qu'on va pouvoir maximiser les bénéfices et les différentes dimensions de leur contribution à la société. Donc pas juste des fonctions de production, pas juste par exemple la santé, mais aussi en même temps la gestion des risques, les valeurs culturelles et la préservation de la biodiversité elle-même. La configuration spatiale est critique, surtout dans les paysages gérés intensivement et aussi quand on a peu de moyens. Et ça veut dire, et j'insiste encore, que l'on a nécessairement des processus qui vont être collaboratifs et également intégrés dans la planification, puisque dès lors qu'on s'intéresse à des paysages entiers, des territoires, on va avoir des jeux relativement diversifiés de territoires, de propriétaires, de gestionnaires et de structures de gouvernance.
Et pour avoir un déploiement d'ampleur et qui ait vraiment des impacts donc, à échelle, il est nécessaire de renforcer les relations sociales qui soutiennent ce déploiement et les relations humain-nature afin de pouvoir gérer les processus écologiques essentiels à l'adaptation. Voilà, je vous remercie pour votre attention aujourd'hui et je serai ravie de répondre à vos questions.